Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir voilà, d'avoir cette opportunité de partager ensemble autour de ce qu'on a initié chez Psycléa et qu'on appelle l'Alliance de bâtiments et circulaires. Moi-même, je suis Eric Elodie, je suis le cofondateur de Psycléa, précédemment en fait fondateur de PEVA France. Donc, on est impliqué dans l'économie circulaire depuis 2007 parce qu'on a introduit le Cradle to Cradle en France à cette occasion-là. Et on a beaucoup d'expériences à partager et il nous souhaitait important dans la période de crise que l'on vit de commencer en fait à bâtir un futur différent. Et pour ça, on a estimé que ça passait par davantage de prise de conscience chez les décideurs et les acteurs du bâtiment, puisque le bâtiment, comme vous le savez, a un impact significatif sur la santé, sur l'environnement et sur le climat. Et donc, on s'est dit comment on peut contribuer à notre niveau à ce que les choses puissent bouger, que les lignes puissent bouger, qu'on puisse changer de courbe. Et on a eu cette idée d'alliance bâtiment circulaire qui n'est ni une association à laquelle il faut adhérer, ni un business, donc il n'y a pas de, il y a rien à payer. C'est plutôt en fait l'occasion de pouvoir partager de manière harmonieuse et si possible coordonnée des synergies, des compétences, des retours d'expérience, des bonnes pratiques, des produits, voilà, tout ce qui est de nature à nous faire évoluer les uns les autres dans nos métiers respectifs dans le domaine de l'économie circulaire appliquée au bâtiment. Donc c'est pour ça que, alors certains sont peut-être déjà familiers de ça, j'en connais quelques-uns, d'autres moins. Donc on s'est dit que c'était l'occasion d'organiser toute une série de webinaires open source, de mettre sur la table finalement, de sortir tout ce qu'il y a dans nos têtes et les compétences et les processus qu'on a appris ces 13 dernières années et de les partager et d'inviter ceux qui le souhaitent à partager également à travers cette initiative-là. Le but, c'est, quel que soit le type d'intervention que vous avez dans le bâtiment, soyez aménageur, investisseur, promoteur, architecte, facility manager, fabricant, etc., de voir comment on peut partager un peu de notre savoir-faire, de nos bonnes pratiques, et de le faire à travers, par exemple, ces séries de webinaires-là. Donc, là, on a organisé pour l'instant, en tant que Psycléa, une dizaine de webinaires avec déjà des débuts d'intervention de différents acteurs du bâtiment. L'idée, en fait, cette alliance-là a pour but de dire, vous pouvez soit être un acteur passif et juste apprendre, écouter, si vous n'êtes pas familier de ces philosophies-là, et sinon, en fait, contribuer à travers des webinaires. Et nous, on se charge de tout. On se charge en fait d'organiser. C'est pas très compliqué non plus. Vous voyez, on est en train de le faire. On a des outils qui sont pratiques pour ça. Ce que vous auriez à faire, si vous souhaitez contribuer pour partager une expérience, une expertise, un produit, c'est juste en fait faire un PowerPoint qu'on intégrera dans la présentation au titre d'un webinaire à venir. Donc c'est vraiment ça en fait l'intérêt. C'est on se dit qu'en fait aujourd'hui pour créer un monde différent, alors qu'on est des acteurs qui avons un impact, il faut davantage collaborer et partager un contexte qui soit vraiment différent de l'économie linéaire telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc là, je vais prendre une 25 minutes, 30 minutes en fait pour vous donner un petit peu, partager ce qu'on a découvert ces 13 dernières années. Ce webinaire-là s'adresse plus particulièrement en fait aux promoteurs et leurs partenaires, donc les équipes de maîtrise d'œuvre. Et aujourd'hui, on traverse une crise en fait qui est voilà, où on constate que si on n'est pas capable d'anticiper, en fait, c'est très compliqué de gérer une crise. Bon, on a des plans B parce qu'on aura des vaccins, etc. Mais dans le cadre en fait d'une économie où on se contente de gérer les déchets, en fait, c'est pas du tout le cas. Donc, ce que les anglo-saxons appellent le cradle to grave, donc du berceau au tombeau, c'est ce qu'on vit encore majoritairement dans notre société. On extrait, on fabrique, on utilise, on jette. Et ça coûte de l'argent de gérer ces déchets-là dont on cherche à se débarrasser. Mais quand on pense différemment, dans un paradigme différent, dans un modèle différent, du berceau au perceau, le cradle to cradle, qui est, on va dire, le moteur de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie circulaire, à ce moment-là, on peut vraiment être dans un modèle où on limite la nature. Donc, où faire en sorte que la notion même de déchet n'existe pas. C'est pas qu'on produit moins de déchets, c'est qu'en fait, la notion de déchet disparaît parce que toute ressource est gérée de telle manière qu'elle puisse réintégrer un processus de production.
Donc, on fabrique, on utilise, on peut passer par les étapes intermédiaires de réutilisation, de réemploi. Et même après un réemploi, d'ailleurs, il faut être capable de réintégrer dans un autre processus de production. C'est ce qu'on appelle en fait l'upcyclage. Donc, soit on extrait, soit on upcycle. Et c'est ça qui nous fait passer finalement une autonomie des ressources les plus locales possibles. Je voudrais juste vous présenter un autre slide en fait, qui est assez éloquent. Parce qu'aujourd'hui, on parle de pénurie de masques, mais ou de matières pour fabriquer des gels, etc. Mais les masques sont faits à partir de matières qui sont elles-mêmes en fait avec des risques de pénurie forts. Et ça, c'est une crise en fait qui est inévitable et si on n'anticipe pas. Je vous ai juste mis en fait une analyse qui a été faite par la Yale University dans le cadre d'une étude sur les métaux. Et par exemple, si je prends un seul exemple qui est celui qui est le 5e en partant de la gauche, l'indium. L'indium, en fait, on estime qu'on a moins de 20 ans de réserve, ce n'est pas du tout recyclé. Or, ça intervient dans la composition de la fabrication des écrans LCD et des panneaux solaires. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on veut remplacer des énergies dites non renouvelables, parce qu'elles ont que 100, 150 ans de réserve, par des produits qui s'appuient sur des technologies, et par exemple, en l'occurrence des métaux, qui sont encore moins renouvelables, parce qu'en fait, ils ont une durée, une réserve encore plus faible. Ça s'applique aussi au lithium. On a une dizaine d'années de réserve, a priori. Ça s'applique au cuivre. En fait, le cuivre est tellement indispensable dans notre quotidien. Aujourd'hui, 35 à 40% du cuivre est perdu pour les générations futures. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, si on n'anticipe pas cette crise, on n'aura pas de plan B. C'est-à-dire que certes, on pourrait peut-être remplacer le lithium par un autre métal, l'indium par un autre métal, mais au bout d'un moment, on sera forcément coincé. Et comme on est tous des acteurs d'un secteur qui est un gros consommateur de matières premières, ben, notre vocation à travers cette alliance-là et notre métier en tant que psychiatre, c'est un petit peu dans notre ADN, c'est de faire en sorte qu'on anticipe cette crise-là en passant dès maintenant du statut de gestion des déchets au statut de gestion des ressources. Donc, c'est vraiment un changement de paradigme qu'on va essayer de partager avec vous dans ce webinaire-là, parce que c'est ça qui est vraiment important, c'est de penser différemment, de changer de modèle, pas uniquement économique, mais également en termes de construction. Et j'espère que ça vous sera utile. Un petit rappel par rapport à notre secteur. Donc, en tant que promoteur, vous construisez 50 millions de mètres carrés par an en France. C'est stable, hein, c'est stable depuis plusieurs années. Ça s'inscrit dans un patrimoine global d'environ 1 milliard de mètres carrés qui lui aussi est relativement stable et ça consomme en fait 35% des matières premières. On le sait, vous en êtes conscient, ça contribue à beaucoup de déchets puisque les déchets du BTP, 70% des déchets français en tonnage, alors même que la loi nous demande depuis cette année de valoriser jusqu'à 70% des déchets du BTP, valoriser matière. Aujourd'hui, nous on travaille pour différents clients, quand on va voir la réalité de ce qui est valorisé matière, c'est un peu n'importe quoi, peut-être que vous l'avez constaté de votre côté. Et ces chiffres-là, en réalité, s'il est prétendument tenu, en réalité, il ne l'est pas du tout. Et également, les bâtiments, c'est 26% des émissions directes de CO2. Donc ces 26% n'incluent pas en fait on va dire l'empreinte carbone, le carbone gris qui est contenu dans les produits qui servent à fabriquer des bâtiments. Le carbone gris, ce qu'on appelle le scope 3, étant toute l'empreinte carbone depuis l'extraction jusqu'à la fabrication du produit. Donc aujourd'hui, on fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'on fonctionne sur un modèle linéaire où finalement les produits sont gaspillés. Donc on est assez conscient du gaspillage alimentaire, mais les produits du bâtiment, pour l'instant, on ne s'est pas assez organisé pour éviter qu'ils soient gaspillés, parce qu'en fin d'usage, en fait, ils deviennent la plupart du temps, ils sont enfouis, valorisés un petit peu énergétiquement, exportés, parfois un petit peu recyclés, mais c'est plutôt du sous-cyclage, c'est-à-dire qu'on va transformer par exemple du béton en fait en sous-couche routière au lieu d'en refaire du béton. Et surtout, c'est une source de coût pour les propriétaires. Donc, or, ces ressources usagées ont une valeur économique résiduelle. Et pour l'instant, on s'en débarrasse. On est un modèle en fait de déchets qu'on a hérité du passé, qui est quasiment sanitaire. En fait, on paye quelqu'un pour nous débarrasser de nos déchets, alors même que ces déchets ont de la valeur s'ils sont gérés comme des ressources. Donc, l'idée, c'est de passer de ce modèle en fait qui est ouvert et qui est source de coûts pour les propriétaires de ressources, à un modèle fermé où on s'appuie sur ce qu'on appelle des matériauthèques circulaires.
qui sont gérés par des gens dont c'est le métier. Donc, ces nouveaux métiers qui sont en train d'émerger, que les facility managers d'ailleurs sont en train de commencer à s'approprier. Ils font plus du facility management, de la gestion d'équipement, mais ils font aussi de la gestion de la ressource. Et du coup, quand une ressource est caractérisée et qu'elle est bien localisée et qu'on sait quoi en faire en fin d'usage, eh bien, elle peut être source d'économie, voire de nouveaux revenus. Donc, c'est un nouveau modèle économique qui est possible, mais ça demande en fait pour ça de s'y prendre de manière particulière. Et je vais en parler sur ce webinaire. Des exemples, on en a. Aujourd'hui, il y a environ 400 000 m² de bâtiments qui sont construits sur le modèle que je vais vous présenter. C'est encore très peu, évidemment, au regard des 50 millions de mètres carrés dont on parlait tout à l'heure annuellement. Mais on sait déjà qu'on est capable de récupérer entre 1 et 15% de la valeur ajoutée, en fait, c'est-à-dire au lieu que de ressources usagées soient source de coûts, on peut en récupérer jusqu'à 15% en hypothèse haute, soit par réemploi, soit par recyclage, par rapport à son coût d'acquisition initial. On a des bâtiments aujourd'hui, on peut régénérer jusqu'à 82% en fait, des produits qui constituent le bâtiment, parce qu'on sait ce qu'ils vont devenir en fin d'usage. Selon qu'on choisisse tel ou tel matériau, là aussi, on sait qu'on peut améliorer la qualité de l'air intérieur et on sait que ça a un impact sur la performance des usagers de l'ordre à 6-9%. Donc, si vous avez besoin d'ailleurs de références, des études qu'on référence dans ce document-là, n'hésitez pas à nous les demander. Et on peut calculer en fait l'empreinte CO2 d'un bâtiment, non pas de manière macro, en top-down, mais aussi en bottom-up, si on a l'empreinte carbone en fait, des produits qui constituent le bâtiment. Donc finalement, on renverse un petit peu le modèle, on part du terrain, et du coup, les choix que vous, en tant que promoteur et vos maîtrises d'œuvre, allez faire au moment de l'éco-conception de votre bâtiment auront un impact majeur sur ce que deviendront les ressources en fin d'usage. Est-ce qu'elles vont être des déchets? Est-ce qu'elles seront source de revenus pour vos clients? Donc, on voit que là, l'éco-conception trouve toute sa valeur si derrière elle est suivie de ce que j'appelle le resource management dont je parlais tout à l'heure. Alors, comment on s'y prend? Peut-être vous commencez à en entendre parler. Ce concept de banque de matériaux, on l'a inventé il y a 7 ans à l'occasion d'un projet européen qui s'appelle BAMB, Building as a Material Bank. Et l'idée, c'est de dire quand on construit un bâtiment, on essaie de penser le plus démontable possible. Alors, outre les effets positifs en termes de flexibilité, de réversibilité, ça permet aussi de faciliter la dépose des produits en fin d'usage. Et si la dépose est facilitée, son coût sera moindre et il n'y a pas réellement d'économie circulaire si on n'arrive pas à trouver un modèle économique qui soit profitable ou au minimum neutre. Pour ça, il faut se donner les moyens en amont de faciliter ces futures déposes et ces futurs réemplois / upcyclage. Donc, il faut construire un bâtiment qui soit le plus démontable possible et également dont les produits soient les plus caractérisés possible. On a besoin de données. Aujourd'hui, même quand un bâtiment est livré, son DO n'est pas toujours à jour et surtout, on n'y trouve pas les informations qui sont nécessaires pour pouvoir le réinjecter dans d'autres cibles, qui soient biologiques ou qui soient techniques. Donc, dans un passeport circulaire, on va trouver la composition d'un produit, on va trouver ces informations sur sa toxicité ou sa non-toxicité, ses prochaines vies, sa part de matière recyclée, son empreinte carbone, des informations sur le processus de production, l'énergie qu'a servi le produit, est-ce qu'il y a plus ou moins d'énergie renouvelable, l'impact sur l'eau, l'impact sur l'humain, puis des informations sur, par exemple, des guides de montage, de démontage, de maintenance. L'idée, c'est d'avoir une information qui va perdurer pendant la vie du bâtiment et qu'on saura exploiter le moment venu, quelques années après qu'un produit a intégré un bâtiment. Parfois, en fait, il est renouvelé. Il faut juste que vous sachiez qu'il y a environ 75% des constituants d'un bâtiment qui sont renouvelés pendant la vie du bâtiment, on va dire entre 20 et 30 ans. Et certains produits sont renouvelés plusieurs fois. Alors, évidemment, la structure n'est pas renouvelée, mais que ce soit la façade, en général, ça peut être 2 fois, et ça peut être jusqu'à 7 fois pour tout ce qui est la décoration ou le mobilier. Donc, ça va assez vite. Donc, du coup, ça, c'est le concept. Et nous, en fait, chez Psycléa, on a fait en sorte de pouvoir proposer à ce que faciliter finalement la matérialisation de ce concept-là. Donc, depuis 2016, on a créé une mathématique circulaire qui s'appelle MyEpsycléa, qui permet justement de proposer toute une librairie open source de produits sains et circulaires qui sont accessibles gratuitement. Donc, toute personne qui demande un accès peut consulter cette liste-là.
Et elle est basée sur le principe suivant. On donne des comptes, là aussi gratuits, à des fabricants. Et les fabricants déclarent eux-mêmes leur passeport circulaire sur la base des informations dont ils disposent. Et nous, ensuite, on les publie. On publie ces passeports, on fait un contrôle qualité. Là aussi, c'est gratuit. Et derrière, on fait une petite notation, si le fabricant le demande, qui permet de savoir, par rapport à ce qu'il a déclaré, si, voilà, s'il y a des éléments toxiques dans le produit, s'il y a des prochaines vies qui sont prévues pour ce produit-là, quelle est son empreinte carbone, etc. Et selon que l'information existe ou pas, il n'a pas de petits pictos, parmi ceux que vous voyez là sur l'écran du haut. Et s'il y a des informations qui existent et qu'il a prouvées, mais qui sont autodéclaratives, il a un picto grisé. Et si ces informations sont prouvées par des tiers, des certificats, des LDES, etc., à ce moment-là, en fait, ces pictos sont colorés. Donc ça, c'est un point important, c'est que pour aider les promoteurs et leurs équipes dans l'identification, dans la création d'un bâtiment circulaire, il nous faut de l'information, il vous faut de l'information. Et nous, on s'est dit, ben, cette information, elle est éparpillée, elle n'est pas formalisée, il faut le faire de manière à pouvoir faciliter la création de bâtiments qui ont un potentiel circulaire. Deuxième chose qu'il faut faire, c'est évidemment choisir les bons produits. Alors, vous avez pour ça des produits qui sont certifiés Cradle to Cradle, mais il y a d'autres produits. Donc, l'avantage des produits Cradle to Cradle, c'est qu'il y a un tiers qui va venir vérifier la non-toxicité, la circularité et les éléments carbone, énergie, impact social et impact sur l'eau. Mais tout produit équivalent, en tout cas qui n'est pas certifié, mais qui a des informations et des qualités en matière de non-toxicité, de circularité, etc., est le bienvenu pour pouvoir construire vos futurs bâtiments circulaires. Donc, dans cette librairie que l'on voit ici, on y trouve tout type de produits, qu'ils soient certifiés ou qui ne soient pas certifiés, Cradle to Cradle, bien sûr. Donc, le Cradle to Cradle a l'avantage en fait, que ces produits-là existent et dont on connaît leurs informations. L'inconvénient, c'est que souvent, ce sont des produits étrangers. On a encore trop peu de fabricants en France. Et donc, ça demande les importer. C'est parfois un petit peu plus cher de ce fait-là ou pas. Ça dépend des produits. Mais on a un webinaire avec les fabricants français qui est prévu, enfin français ou pas français, en tout cas, y compris français, qui est prévu également parmi les 10 webinaires que l'on donne. Et on va leur dire, faites attention parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on va tendre vers une qualité dans le bâtiment et il faut que vos produits, en fait, s'ils ne sont pas certifiés, qu'au moins vous ayez identifié les informations dont auront besoin les promoteurs et leurs partenaires pour construire des bons bâtiments et faire des bons choix de produits. Donc, le choix du produit va être majeur en termes de qualité de l'air intérieur, d'impact sur la santé, d'impact sur le climat et en termes de prochaine vie du produit en fin d'usage. On vous entend plus. Vous m'entendez plus? Là, c'est bon. C'est bon? Là, c'est bon. Merci. Merci, Raphaël. Donc, ensuite, ce qu'on a élaboré depuis les 5-6 dernières années, c'est de dire on est conscient qu'un processus dans lequel on réinjecte de la qualité de l'information a besoin d'être pensé de telle manière qu'il ait l'impact le plus faible possible sur le travail habituel de développement, de construction d'un bâtiment. Et on s'est efforcé de faire en sorte que les tâches soient distribuées. Ça, c'est extrêmement important. Donc là, je vous présente, et dans un webinaire suivant, on ira plus dans le détail pour ceux qui le souhaitent. Mais là, je vous présente rapidement en fait en quoi ça consiste, un processus circulaire de construction circulaire. C'est que finalement, dans un premier temps, votre client ou votre aménageur, votre foncière, etc., vous demande de construire un bâtiment, par exemple, qui soit circulaire, ou alors pour vous différencier, vous souhaitez le faire, par exemple, dans le cadre d'un concours. Donc, d'un certain point de vue, vous avez en tant que la maîtrise d'ouvrage, en fait, va devoir définir avec son équipe de maîtrise d'œuvre, qui est un petit peu son ressource manager délégué, où est-ce qu'on met la barre en fait en termes d'exigence. Et dans les phases APS, APD, ce que l'on fait régulièrement, c'est qu'avec l'équipe de maîtrise d'œuvre et avec sur la décision de la maîtrise d'ouvrage et des contraintes calendaires, techniques, financières, etc. L'idée, c'est de définir le pourcentage de produits circulaires que l'on souhaite avoir dans le bâtiment, en masse. Oui. Donc, ce que l'on fait en général, c'est qu'on découpe, on donne des pourcentages par corps d'état.
puisque si on fonctionne par masse, on ne voudrait pas que le corps d'état structure en fait, écrase tout le reste. Et on se donne en fait en général un pourcentage par corps d'état et un pourcentage global. Dans ce qu'on constate aujourd'hui, au moment de ces phases d'études, en fait, c'est en général le minimum 30% et ça va jusqu'à 60%. Donc, on peut mettre la barre où on le souhaite, surtout si on est au début d'un tel processus, pour pouvoir rester compatible avec des contraintes évidemment objectives. Donc, pendant cette phase d'APS-APD, c'est un travail un peu nouveau que font les architectes et les bureaux d'études. C'est qu'ils travaillent davantage en amont à identifier ou à pré-identifier les produits qui leur paraissent valables, soit des produits qui sont certifiés Credel, soit des produits qui sont équivalents. Et ça, si on prend ces produits circulaires et qu'on en regarde leur quantité, on est capable, d'une table de matériaux, de faire une première approximation euh, par rapport à ces produits présélectionnés en termes de l'objectif qu'on visait et qu'on juge réaliste d'atteindre. Cette table des matériaux, typiquement, en fait, elle est annexée au DCE des entreprises, ce qui veut dire que les entreprises, quand elles se positionnent par rapport à cette table-là. Ça marche assez bien et elles peuvent varianter. On leur donne la possibilité de varianter, mais du coup, si elles variantent, si elles remplacent un produit par un autre, etc., elles doivent faire en sorte que les seuils mis dans la table des matériaux, c'est un fichier Excel qu'on leur donne, donc c'est facile pour eux en fait de faire des essais, doivent faire en sorte qu'en tout cas les seuils qui sont dans la table ici des matériaux ne soient pas inférieurs à ce qui est demandé par le maître d'ouvrage. De plus, le fait d'avoir dès le début en fait cette table de matériaux-là, ça permet vraiment d'ajuster au plus juste le prix des entreprises. On a eu plus d'un cas où les entreprises, en fait, alors c'est peut-être plus vrai en France que dans les pays anglo-saxons, mais très souvent, en fait, comme ce tas de matériaux ne sont pas clairement définis, le coût est moins maîtrisé, le risque est plus grand et souvent l'entreprise prend une marge de risque supplémentaire. Là, on sait exactement ce que l'on veut, en tout cas ce que l'on pourrait avoir, et si l'entreprise veut varianter, elle peut le faire et elle peut le faire en toute connaissance de cause. Pendant le chantier, donc pendant la phase exé, une fois que l'entreprise et ses sous-traitants ont été identifiés, ce que fait l'entreprise, en fait, soit les passeports des produits qu'elle a identifiés ou qui étaient pré-identifiés existent dans la matériothèque circulaire, et à ce moment-là, très bien. Soit elle demande à leurs fabricants, soit que ce soit des produits sur catalogue ou des produits sur mesure, de les rentrer dans la plateforme. Donc, ils se voient attribuer un compte pour créer leur passeport circulaire. Les fabricants aiment bien faire ça parce que pour eux, c'est une manière en fait de se différencier parce que cette librairie, comme je disais tout à l'heure, en fait, est publique, donc tout le monde peut y accéder au niveau international. Et de plus en plus, on a des foncières, en fait, des clients dont les services achats demandent en fait aux fabricants qui travaillent avec eux de remplir en fait les passeports circulaires. C'est le cas par exemple d'Accor Invest, en fait, qui ont créé une chambre circulaire dont tous les produits ont été identifiés comme étant sains, circulaires et avec des vies de réemploi ou de cyclage en fin d'usage. Et le service achat en fait, demande que ces produits-là et les produits à venir soient caractérisés. Donc voilà comment fonctionne un petit peu un schéma de construction circulaire. Je suis sûr que vous aurez des questions, j'y répondrai avec plaisir dans ce webinaire ou dans le suivant. Et le rôle de Psycléa là-dedans, en fait, c'est de faire du contrôle qualité, c'est le point 4, sur la qualité des passeports et sur la notation de ces passeports-là pour donner le maximum d'informations aux différents acteurs de la chaîne de construction. En général, ce qu'on fait avec les promoteurs, c'est qu'en général, on les accompagne sur un projet et ensuite on les forme pour qu'eux-mêmes soient autonomes et puissent se passer de Psycléa, pas forcément de la plateforme, mais en tout cas de notre soutien, et pour pouvoir se développer sur différents projets. Notre but, c'est de rendre le monde le plus possible autonome pour que l'économie circulaire puisse se répandre le plus rapidement possible. Donc ça, c'est le processus de construction. Et donc, quand on livre un bâtiment à un client, on peut du coup le livrer en fait avec une signature circulaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des passeports bien renseignés et qu'on a des gisements qui constituent le bâtiment, alors un gisement, c'est quoi? C'est un produit avec son passeport, une quantité et une localisation, donc le bâtiment lui-même. Donc du coup, on peut livrer, vous pouvez livrer à vos clients des produits, des bâtiments, non seulement avec des données, qui sont tous ces passeports et tous ces gisements, mais également des moyens de calcul
Donc, ça peut les aider dans leur feuille de route en fait, pour tendre vers une neutralité carbone, surtout s'ils visent du scope 3. Encore une fois, le scope 3 implique de connaître l'empreinte de carbone gris, donc l'empreinte carbone des produits. Et ça permet aussi de tendre vers le zéro déchet grâce au ressources management que je présenterai dans un instant. Ça leur permet aussi d'augmenter la valeur vénale des bâtiments. En tout cas, ça pourrait, sur la base de la valeur économique résiduelle des constituants. Aujourd'hui, on entraîne une réflexion commune au sein de Circolab. Je crois que Albert Malaquin est sur l'appel, sur le webinaire. Il interviendra lors d'un webinaire prochain, justement aussi pour parler de comment la valeur vénale du bâtiment peut être augmentée. Ça, c'est un argument intéressant en fait pour vos clients, de dire si on peut travailler avec des produits de meilleure qualité, des systèmes constructifs qui permettent en fait donc d'avoir une valeur économique résiduelle potentielle et réelle plus intéressante, ça peut avoir un impact en fait sur la valeur vénale du bâtiment. C'est très nouveau, c'est très récent. On est en train d'y réfléchir. On y réfléchit notamment aussi au sein du groupe de travail sur valeur de l'association Circolab. Donc voilà, donc ça permet en fait à vos clients d'avoir un outil qui leur permet par la suite de suivre l'évolution. Donc c'est comme si on livrait un bâtiment câblé circulaire, si je puis dire, et avec des éléments qui leur permettent ensuite de pouvoir, en appuyant sur un bouton, de pouvoir calculer leur empreinte carbone, l'événement de toxicité, de circularité, la valeur économique résiduelle, et qui donc par rapport à une feuille de route, où ils vont tendre vers une meilleure empreinte carbone, au fur et à mesure des rénovations, par exemple, si c'est une foncière, permettra, en fonction de ces simulations et puis des choix de produits, d'avoir des outils pour pouvoir significativement l'améliorer et ne plus être dans le flou comme c'est le cas actuellement. Donc ça, il y a un module inventaire en fait sous MyEpsiclia qui fait ça. Je tiens à préciser qu'en fait, évidemment, je parle de MyEpsiclia, mais on invitera en fait toute personne qui veut parler de différents produits à le faire également. Il ne s'agit pas de faire du commerce, mais il s'agit de partager nos bonnes pratiques, nos découvertes, et de s'enrichir finalement de tout ça, de manière à ce qu'on puisse ensemble construire des bâtiments qui soient source de revenus non de déchets et qui contribuent en fait à la réduction de notre empreinte carbone globale. Alors pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on crée des bâtiments vertueux avec des bons matériaux, des bâtiments démontables? Pourquoi on a ces données-là? Pour faire ce qu'on appelle du resource management. Donc ça, c'est un terme on a inventé ce terme-là. On trouve que c'était bien par rapport au parallèle du facility management d'utiliser ce terme-là. Ça dit quoi? Ça dit qu'en fait, une fois que le bâtiment est livré, finalement, l'exploitant du bâtiment a la possibilité, s'il le souhaite, de pouvoir créer des écosystèmes circulaires qui vont pouvoir régénérer, comme dans la nature, les produits usagés. Si vous regardez la nature, elle fonctionne sous forme d'écosystème. La nature, ce n'est pas une place de marché. La nature, ce n'est pas juste « tiens, j'ai un besoin, est-ce que tu as un gisement ?» Elle passe par des intermédiaires qu'on appelle les transformateurs. Donc, si j'ai un arbre, en fait, il va y avoir un gisement de feuilles mortes. J'ai des micro-organismes qui vont le transformer dans la qualité attendue par la faune ou la flore qui a besoin de nutriments pour s'en nourrir. Ça, c'est important parce qu'on inverse le modèle. C'est-à-dire que dans un modèle linéaire de gestion de déchets, quand on part du gisement, c'est très difficile de trouver des exutoires, surtout des exutoires qui vont conduire à un modèle économique profitable. Mais si on part du besoin, à ce moment-là, de même que quelqu'un est prêt à payer pour acheter de la matière première, ce quelqu'un peut être prêt à acheter de la matière première secondaire. Donc, nous, on croit fermement que dans quelques années, on aura un marché mondial, une bourse de la matière première secondaire. Et que l'ensemble des bâtiments que vous construisez aujourd'hui deviendront en fait des gisements, des mini-urbaines, et qu'on pourra, en fonction des disponibilités de ces différents gisements, pouvoir aller se servir dans ces mines-là, à condition que ces gisements soient caractérisés, d'où les passeports circulaires. Et j'en profite pour dire qu'on a conçu une nomenclature universelle qui permet justement de pouvoir caractériser les gisements au niveau donc les produits au niveau des matières. Donc, on avait besoin, et ça n'existait pas jusqu'à présent, d'une nomenclature universelle qui soit capable de pouvoir décrire en détail quels sont les composants et les matériaux et la molécule qui constituent en fait mon produit. Et que ce soit des produits du bâtiment ou que ce soit des produits organiques. Donc, si c'est des biodéchets, on peut les caractériser. Si c'est du packaging, on peut le caractériser. Si c'est un produit du bâtiment, on peut le caractériser. Donc, c'est là, ici, où on écrit dans la composition du produit ces éléments-là qui nous permettront de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il y a dans notre mine. Hein. Donc, on sait bien qu'une mine a plus ou moins de valeur selon ce qu'on y trouve. Mais ce passeport-là et cette nomenclature-là permet aussi de caractériser les besoins en ressources.
Parce qu'on peut dire, je veux, je veux tel produit ou je veux tel matériau, mais si on prend un alliage d'aluminium, il y a des tas de variantes. Si on a un plastique, il y a des tas de plastiques. Donc, pour que j'achète quelque chose de précis, il faut que je l'ai caractérisé. Et j'ai caractérisé aussi la qualité attendue. Et c'est tout l'intérêt de la chaîne logistique de transformation qui va identifier un gisement et qui va l'apporter dans la qualité attendue par celui qui a le besoin. C'est ça la véritable économie circulaire, en fait. C'est là où on limite, en fait, la nature. C'est ça qui est vraiment biomimétique, en fait. Alors, évidemment, la nature a mis 3,5 milliards d'années pour apprendre à fonctionner un écosystème. Nous, on est plus jeune que ça. On a à peu près 200 millions d'années d'ancienneté et beaucoup moins au niveau de l'ère industrielle. Donc, il nous faudra du temps. Mais si on ne change pas de courbe maintenant, il n'y a pas de raison que le monde d'après-crise, soit différent du monde d'avant. C'est pour ça qu'on a institué, qu'on a proposé cette notion d'alliance bâtiment circulaire, justement pour qu'on puisse accéder à de nouveaux modèles, de nouveaux paradigmes. Et vous voyez ici, au lieu de partir de gisements dont on ne sait rien, dont on essaie de se débarrasser à moindre coût, là on inverse le modèle économique, on part des besoins. Donc on recense les gens qui ont des besoins, on caractérise ces besoins, et à partir des besoins, un petit peu comme un GPS, on met notre adresse de destination, et ça veut dire, ben voilà, voilà le gisement dont tu pars, voilà les chemins, les logistiques que tu dois emprunter pour aller jusqu'à cette destination finale, dans la qualité attendue par celui ou celle qui a le besoin. Voilà, donc ça, évidemment, ça demande de gérer la complexité. Donc, ça demande de recueillir beaucoup d'informations. Et c'est pour ça aussi qu'on a créé cette plateforme-là à partir de 2016, parce que nous, on était confrontés à ça dans notre travail. Comme ça faisait un certain temps qu'on travaillait là-dessus, on se disait, mais comment on peut collecter cette information, la caractériser? Bon, on se dit, ben, personne ne le fait, on le fait. Et donc, dans le module inventaire dont je parlais précédemment, on peut non seulement inventorier des gisements de produits caractérisés, mais également inventorier des besoins et inventorier des transformations. Et une transformation, ça peut être aussi bien de la collecte, de la dépose, du tri, de la massification, de l'upcyclage, du réemploi, de la méthanisation, du compostage, du transport, etc. Et on a aussi, du coup, en fait, mis de la donnée dedans. Donc, on s'est dit, bah, pour aider les exploitants, les ressources managers à pouvoir trouver facilement des débouchés, il nous faut deux choses. Il nous faut de la data. Donc, il y a la data qui vient du gisement, il y a la data qui vient des gens qui renseignent leurs besoins, et puis les data aussi qui viennent des transformateurs. Donc, aujourd'hui, on a créé des librairies de transformation qui sont disponibles, en fait. Donc, on peut travailler avec une librairie locale ou accéder à une librairie globale qui permet en fait de pouvoir trouver plein de transformations de tout type, et ça s'enrichit encore au fur et à mesure des projets, des déclarations, etc. Et l'intérêt de donner des comptes à des gens qui ont des besoins des transformations, c'est qu'ils y trouvent un intérêt pour faire du business, parce qu'ils peuvent vendre leurs transformations potentiellement en étant visibles, et ceux qui ont des besoins, ben, ça peut répondre à leurs besoins, surtout s'ils sont vertueux, parce qu'ils cherchent par exemple, je ne sais pas si je prends par exemple quelqu'un qui DIM qui veut faire des collants en nylon non pas vierge, mais issu de recyclage, ben, du coup, il peut exprimer ce besoin-là. Et on va utiliser des fonctions d'intelligence artificielle qui vont exploiter les données qui sont dans les passeports, puis des algorithmes qu'on a mis aussi sur la base de notre expérience, pour pouvoir, s'il y a un besoin qui est identifié, là c'est ce que vous voyez en bleu en bas sur l'écran, faire des propositions aux ressources managers de gisement. Parce que si, par exemple, DIM a un besoin en nylon, et qu'il y a des gisements des bâtiments en déconstruction ou en rénovation de moquettes en nylon, en polyamide. Donc, et ben, du coup, on dit bah, ça peut être un candidat, un gisement de candidat. Alors. Et puis derrière, comme il faut déposer la moquette, la transporter, la dépolymériser et la retransporter jusque chez DIM, par exemple, il faut identifier là aussi les transformations, y compris des transformations, par exemple, en l'occurrence d'ordre chimique, qui seront capables en fait, de pouvoir répondre à la qualité attendue par celui qui a le besoin. Donc, vous voyez, la transformation, elle peut être très simple. Ça peut être juste du réemploi parce que c'est facile. Hein, j'ai une chaise d'un côté, j'ai besoin de cette chaise de l'autre. Donc, voilà, c'est une dépose, un transport, peut-être un contrôle. Ou alors, ça peut être plus compliqué que ça. Donc, ça s'applique à tout genre de choses. Et ce qui est important aussi, c'est de pouvoir se connecter avec les outils BIM qui sont en train aujourd'hui de sortir. Non pas les BIM de réalisation, parce qu'ils sont en général trop riches, en fait, trop lourds et pas assez riches dans des informations métiers liées en fait, à l'économie circulaire.
mais dans des BIM maintenance qui, eux, font déjà une extraction et derrière qui sont utilisés par les facility managers pour pouvoir faire vivre le bâtiment. Et là, aujourd'hui, pour exploiter les ressources du bâtiment, et aujourd'hui, pas mal de facility managers sont en train de proposer des nouveaux métiers de ressources managers pour le compte en fait, de leurs clients. Et on est en train de se connecter avec des gens-là à travers ces gens-là à travers des API, par exemple. Ils ne sont pas nombreux pour l'instant, pas nombreux du tout. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre voilà, de collègues ou de gens qui sont sur cet appel-là qui sont déjà lancés dans cette dynamique-là. Il y a près de 400 000 m² de bâtiments circulaires en France construits selon cette approche-là. Alors c'est peu comparé aux 50 millions de mètres carrés actuels, mais limite pour changer de courbe, il faut à un moment donné faire le saut. Donc c'est à la fois peu et beaucoup. Et on trouve un petit peu de tout. On trouve, voilà, je parlais d'Accor Invest tout à l'heure avec ses chambres circulaires. On trouve des sièges sociaux comme celui de Vinci ou le siège social de la Sogeprom à la Défense qui a été rénové selon ces principes-là. La Sogeprom aussi développe en fait dans le sud des logements selon ces principes-là. Il y a des parcs d'activité comme la compagnie Salzburg à gauche ou des centres commerciaux comme Frey, la Postimo en fait en bas, ou Nexity avec l'université de Deloitte ou RTL par exemple avec ses logements en fait à Paris. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui il y a une dynamique. Elle est encore beaucoup portée sur l'initiative des promoteurs. C'est ce qu'on note aujourd'hui. Beaucoup portée par une volonté de se différencier, notamment dans le cadre de concours et d'appels d'offres type Réinventer la métropole, Réinventer Paris ou d'autres. Assez peu aujourd'hui, encore trop peu porté, on trouve, on en parlait tout à l'heure sur le webinaire précédent, par les foncières et les bailleurs, mais ça peut évoluer. En tout cas, c'est mon dernier slide, pour les promoteurs et leurs partenaires, ce qui nous semble intéressant, c'est de se dire du coup, de se lancer, si ce n'est pas déjà le cas dans cette approche-là, c'est une manière vraiment de remporter des contrats prestigieux. En général, ce sont des donneurs d'ordre qui recherchent, des aménageurs ou des foncières qui recherchent vraiment, voilà, qui cherchent à être exemplaires avec vraiment des bâtiments exemplaires, notamment par exemple par rapport autour de l'économie circulaire. C'est un élément aussi quand on cherche à se différencier. C'est important de dire à votre client, aujourd'hui vous produisez beaucoup de déchets et ça vous coûte de l'argent. Nous on peut vous faire quelque chose qui pourrait être source de revenus et contribuer à améliorer votre empreinte carbone. Donc ça aide eux-mêmes, ces clients-là, vos clients-là, à commercialiser des bâtiments neutres carbone et à impact positif, notamment sur la santé et la qualité de l'air intérieur par exemple. Ça permet d'avoir des points. Il y a des gens qui utilisent des plateformes ou des approches comme celle-ci, permettent d'avoir des points au niveau de certification environnementale, au niveau bâtiment bas carbone, ou au niveau de certification type LEED ou BREEAM. Et puis surtout, ça permet de contribuer à préserver voilà, tout ce qui est biodiversité, santé et ressources pour les générations futures. Parce que de même qu'il y a des fabricants de produits qui veulent créer des produits qui sont plus faciles à démonter avec des bons matériaux pour que derrière, en fait, ils puissent récupérer des matières pour refabriquer leurs propres produits ou que ça rentre pour la fabrication d'autres produits, le bâtiment, finalement, c'est une somme de produits. Donc, c'est des poupées russes, finalement, c'est un système de poupées russes. Donc, si j'utilise des petites poupées qui sont saines et démontables et je construis une énorme poupée, en fait, qui est elle-même le plus possible saine et démontable, eh bien, on contribue, en fait, d'ores et déjà à faire en sorte que le monde de demain ne soit pas le monde d'hier. Et c'est toujours le risque quand on traverse une crise en fait, comme la nôtre aujourd'hui, c'est qu'une fois qu'on est soulagé, on revient peut-être à ce qui se passait avant. L'objet de ces webinaires-là, l'objet de cette alliance, c'est justement d'éviter que ce soit le cas. Donc, c'est pour ça qu'on a souhaité juste partager en open source en fait, nos découvertes. Là, on a partagé le processus de construction circulaire et ce que l'on sait. On a partagé ce matin, et on le détaillera dans un autre webinaire, le processus de déconstruction circulaire aussi. Donc, et toute personne qui souhaite nous rejoindre dans cette alliance-là, qui est très informelle, encore une fois, c'est la participation passive voilà, en s'acculturant, ou c'est la participation active, éventuellement, en voulant contribuer à des webinaires. Voilà, c'est la seule chose à faire. Ce n'est pas une association, il n'y a rien à payer, il n'y a pas de conditions. C'est du partage. C'est du partage facile qui prend 1 heure de notre temps, un peu plus pour ceux qui veulent faire une petite présentation, et qui est ouverte à tous, de manière à ce qu'on devienne tous ensemble plus intelligents et que, sachant ce qui existe chez les uns et chez les autres en termes de compétences, de retour d'expérience, de bonnes pratiques, de produits ou autres, on puisse en fait
créer davantage de mètres carrés circulaires. Et peut-être que le moment venu, j'en parlais avec Sylvain du CSTB sur un appel récemment, que peut-être qu'on pourra en fait dire, ben voilà, grâce à cette alliance-là, les gens de l'alliance ont contribué à créer tant de milliers ou millions de mètres carrés de bâtiments circulaires. Et ça permettra peut-être d'inspirer des gens qui ne sont pas encore prêts pour l'instant, peut-être moins matures, mais qui viendront aussi les pionniers que l'on est et que vous êtes, en fait, ben, ils contribueront, montreront la voie. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez juste envoyer un email à contact@psyclair.com ou de toute manière, vous allez recevoir l'enregistrement de ce webinaire-là et on vous donnera des éléments si vous le souhaitez. Encore une fois, c'est plus vous en êtes nombreux, comme dans tout écosystème, plus la création de valeur économique et écologique sera grande. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir donc vos micros. Et si vous avez des questions, on peut prendre le quart d'heure qui reste pour en parler, ou des échanges ou des retours d'expérience.